Bonjour à toutes et à tous. Marie-France Bonneau, je suis rédactrice en chef de la Revue des procédures collectives et de l'actualité des procédures collectives, deux revues qui s'adressent à tous les professionnels du droit des entreprises en difficulté. Je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire Jury Covid-19 qui est le fruit d'une initiative partagée entre le Club des juristes et LexisNexis tous les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 18h30. Nous accueillons ce soir Paul-Louis Netter, président du tribunal de commerce de Paris. Monsieur le Président, vous avez occupé diverses fonctions de direction au sein du groupe BPCE et vous êtes entré au tribunal de commerce de Paris en 2009. Vous avez été élu à la présidence du tribunal de commerce de Paris en 2018 pour prendre la suite de Jean Messinesi et vous avez été réélu en 2019 pour un mandat de 4 ans. Donc, Monsieur le Président, tout d'abord, une première question. La crise sanitaire bouleverse l'activité économique et de très nombreuses entreprises sont à l'arrêt et se trouvent confrontées à de graves difficultés. Tous les acteurs et professionnels des entreprises en difficulté, au premier rang desquels les tribunaux de commerce, se sont mobilisés pour aider les entreprises à surmonter ce cap difficile. Comment les tribunaux de commerce parviennent-ils à assurer les services essentiels malgré la fermeture des juridictions qui a été décidée le 15 mars dernier par la garde des Sceaux? Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre question. Alors, le début a été très brutal parce que, ainsi que vous le rappelez, Madame la garde des Sceaux, le 15 mars, décide de fermer les tribunaux et finalement ne vise que les quelques audiences qui restent autorisées. Et ces quelques audiences, en fait, sont essentiellement des audiences pénales et on ne parle pas du tout des entreprises en difficulté à ce moment-là. Donc, nous sommes le dimanche 15 mars et j'ai la possibilité d'appeler Monsieur de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau, et pour lui faire part de cette difficulté. Et je dois dire que la chancellerie va réagir effectivement très rapidement, d'abord en prise de conscience de ce qui était en train d'arriver, de ce qui risquait de se produire, mais également pour s'atteler à la modification des textes que l'on va connaître par la suite. Donc un début difficile parce que donc on se trouve confronté à la fermeture du tribunal et effectivement aussi à la fermeture du greffe d'une certaine façon, puisque la plupart des employés du greffe en réalité vont choisir effectivement et vont se retrouver en télétravail. Alors, je vais répondre à votre question en disant ce qui n'a jamais cessé et ce qui ensuite a repris progressivement. Alors, ce qui n'a jamais cessé, c'est l'enregistrement des formalités au registre du commerce et des sociétés, parce que tout ceci se fait de façon dématérialisée. Ce qui n'a jamais cessé non plus, parce que ça se fait de la même manière, c'est les enrôlements de sauvegarde, de DCP et d'injonction de payer. Et ce qui n'a jamais cessé non plus, c'est la prévention. La prévention, et ça c'est extrêmement important, les chiffres vous le diront dans un instant, parce que c'est une procédure un petit peu particulière et qu'on a pu organiser rapidement en conférence téléphonique. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qui a repris progressivement. Alors la semaine du 23 mars, on a commencé à organiser et à mettre sur point la tenue d'audience par visioconférence au travers d'un logiciel sécurisé qui était recommandé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Et les premières audiences ont eu lieu le 1er avril précisément, et c'est là où on a pu à nouveau traiter des DCP, des déclarations de cessation de paiement, pardon, donc redressement judiciaire, liquidation judiciaire, en sélectionnant les entreprises qui avaient évidemment des salariés, puisque c'était le plus urgent. La semaine suivante, c'est-à-dire la présente semaine, on a traité des plans de session, toujours en visioconférence, et il y a un plan de session notamment qui concernait 400 salariés et qui a rassemblé une trentaine de participants qu'on a pu loger et faire intervenir de façon successive, parce que c'est aussi ça qui est important, cette sécurisation de l'audience, qui fait que
Par exemple, le pollicitant A n'entend pas ce que va dire le pollicitant B. Voilà, donc ça, c'est ce qui a repris. Alors, si on fait un bilan aujourd'hui de l'activité, il y a eu 11 000 formalités au registre du commerce et des sociétés qui ont été effectuées depuis le 17 mars. Nous avons tenu traité 80 affaires en chambre du conseil, c'est-à-dire pour l'essentiel des DCP, et ça concerne 845 salariés. Nous avons, depuis toujours la même date, traité 27 affaires en prévention. Et alors, les affaires que nous traitons en prévention, par définition, ce sont des grosses affaires. Et la preuve en est, c'est que ces 27 affaires représentent des entreprises qui ont un chiffre d'affaires cumulé de plus de 2 milliards d'euros et qui ont un nombre de salariés qui est proche de 12 000 salariés. Enfin, on a repris aussi au début de la semaine les injonctions de payer. Nous avons traité à ce jour 230 ordonnances. Alors, ceci me donne l'occasion de saluer d'abord les efforts du greffe qui a réussi, avec peu d'effectifs sur place, a réussi à organiser ses audiences et à organiser aussi le rendu des décisions. Je salue aussi la disponibilité sans faille du parquet et de M. le procureur Almaceanu, qui assiste à toutes ces audiences-là. Je salue également l'effort des auxiliaires de justice, c'est-à-dire administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, avec lesquels nous travaillons tout à fait en étroite collaboration. Et puis, bien sûr, je salue le dévouement des juges qui ont une claire conscience de la nécessité de leur rôle dans des circonstances qui sont des circonstances particulièrement difficiles. Voilà exactement où on en est, ce qui veut dire aujourd'hui que le tribunal de commerce de Paris, certes, a cessé ses activités en matière contentieuse parce qu'elles ne sont pas considérées pour l'essentiel comme urgentes, mais continue à travailler s'agissant du traitement des difficultés des entreprises. Voilà. Est-ce qu'une question d'internautes, avez-vous déjà constaté une augmentation des déclarations de cessation des paiements? Non, à ce stade, non, en réalité. À ce stade, non, mais je ne pense pas qu'on va avoir, je dirais, la semaine prochaine ou la semaine suivante, pour un tel afflux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est gelé. Tout est gelé, tous les délais sont reportés. Donc, on n'est pas à ce stade dans cette situation-là. La vraie question, ce sera ce qui se passera au moment de l'atterrissage, c'est-à-dire au moment de la reprise de l'activité économique. Comment se fera cette reprise et dans quelles conditions? Aujourd'hui, nous ne sommes pas submergés par ces demandes. Tant mieux, je dirais. Et vous avez beaucoup de demandes de prévention, en matière de prévention, demandes ad hoc, oui. Évidemment, on a un certain nombre de demandes de prévention, comme on peut s'y attendre de la part de groupes qui sont particulièrement touchés, comme on peut l'imaginer, tout ce qui concerne l'événementiel, tout ce qui peut concerner les activités de restauration, etc., tout ce qui concerne les déplacements. Donc, bien sûr, vous avez le cas d'entreprises qui ont beaucoup investi, donc qui ont peu de cash, et qui soudain se retrouvent avec un chiffre d'affaires réduit à zéro ou quasiment. Donc, il y a une vraie difficulté, on peut l'imaginer. Et ce qui était un cas fréquent des difficultés d'entreprise qui soudain se retrouvaient à court de liquidité, évidemment, la crise de ce point de vue-là est tragique. Parce que la liquidité, elle est complètement asséchée. C'est ça la vraie difficulté d'aujourd'hui. C'est ça la vraie difficulté. Une autre question, est-ce que les décisions en contentieux vont être rendues? Alors, oui, c'est une bonne question. Ce que nous essayons de faire, effectivement, c'est que d'abord, toutes les décisions qui avaient été délibérées au moment de l'arrêt de la juridiction soient rendues et prêtes à être diffusées, et que tout ce qui n'avait pas encore été délibéré le soit, pour que globalement, au moment où la juridiction reprendra une activité normale en matière contentieuse, j'allais dire, tous les tuyaux soient vidés, c'est-à-dire que
toutes les décisions qui devaient être rendues auront été rédigées et auront été rendues, ou en tout cas le seront dans le jour ou le lendemain qui suivra. Et pour qu'on puisse se consacrer effectivement de façon totalement débarrassée aux nouvelles affaires qui vont intervenir. Voilà, c'est ça l'objectif que nous poursuivons en matière contentieuse, encore une fois, pour être totalement disponible au moment de la reprise. D'accord. Une autre question d'un internaute. Qu'attendez-vous des commissaires aux comptes aujourd'hui? Écoutez, ils sont aujourd'hui, j'allais dire, pas trop de choses en réalité. Nos interlocuteurs, pour l'essentiel actuellement, c'est soit les chefs d'entreprise parce que, dans le cadre de déclaration de cessation de paiement, ou c'est les administrateurs et les mandataires judiciaires. Les commissaires aux comptes, on les voit en ce moment pour un peu moins parce que ce n'est pas leur temps en tout cas. Je pense qu'ils réapparaîtront sans aucun doute au moment de la reprise de l'activité. Et pour eux d'ailleurs, ça va être un vrai sujet parce que je pense que tous les comptes de 2019 n'avaient pas été forcément arrêtés et ils seront en plus confrontés aux difficultés qui sont nées du virus en 2020. Donc, il y aura un vrai sujet, à mon avis. Un vrai sujet. D'accord. Merci pour cette réponse, ce qui démontre d'ailleurs l'adaptabilité et la réactivité du tribunal de commerce, puisque vous avez réussi à reprendre une activité malgré les circonstances. En ce qui concerne les mesures d'urgence prises en faveur des entreprises confrontées à la crise sanitaire, quelle appréciation portez-vous sur leur pertinence? Alors, je voudrais faire une petite considération préalable, en fait. La crise, je pense, nous incite à beaucoup de modestie. D'abord, elle nous incite à beaucoup de modestie parce qu'elle nous rappelle de façon extrêmement brutale que nous sommes des êtres souffrants et mortels. Ça, c'est le premier élément. Et dans la vie de tous les jours, on a évidemment tendance à l'oublier. Mais la deuxième raison, c'est que, en dépit de l'existence de tous les comités, les groupes de prospection, tout ce qui vise à envisager l'avenir, eh bien finalement, ce qui arrive aujourd'hui, globalement, n'a jamais été pensé. J'ai un souvenir très personnel de la mise au point d'un plan de continuation de l'activité. Et en fait, dans quel cadre on se situait? On se situait pour l'essentiel dans le cadre de la crue centenaire, dans le cadre d'un incendie, dans le cadre d'un avion qui nous tombait dessus. Et l'idée, c'était d'avoir un local à disposition où on pouvait, le plus rapidement possible, regrouper les activités essentielles et continuer à fonctionner avec des moyens informatiques disponibles. La crise d'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Il ne s'agit pas du tout de se regrouper, il s'agit de continuer à fonctionner en étant complètement éparpillé. Et tout ce qui, effectivement, pouvait reposer sur des hypothèses d'approvisionnement extérieur, là aussi, est complètement battu en brèche. Donc, on a un vrai sujet et je pense que, encore une fois, ça doit nous inciter à beaucoup de modestie. Ceci dit, quant aux pertinences des mesures qui ont été prises, il y a deux grands acteurs. Il y a le ministère des Finances qui est confronté à un arrêt sans précédent de l'activité et la justice dont l'objectif est évidemment de comment continuer à tenir son rôle dans ce contexte. Alors, on connaît pour l'essentiel les mesures, je ne vais pas rentrer dedans. Les finances répondent par une injection de cash considérable, 300 milliards d'euros. Je pense que la réponse est pertinente parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement ça. C'est l'absence de liquidité. Les entreprises sont confrontées, je l'ai dit, à une gigantesque crise de liquidité. À partir du moment où vous n'avez plus de chiffre d'affaires, vous n'avez plus de rentrée et il faut faire face néanmoins à vos charges. Alors, on vous dit, les charges, on va les décaler, etc., etc. Oui, mais ça ne suffit pas. Toujours forcément. Donc, le premier point, injecter des liquidités, ça me paraît essentiel.
Pour la justice, oui, là aussi, il s'agit d'adapter les délais, il s'agit d'adapter les procédures. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça nous fait faire un vrai pas en avant, me semble-t-il, en matière de dématérialisation. Nous verrons ensuite, ce qu'il y a lieu de garder de la dématérialisation. J'entends certaines personnes dire ah, mais c'est une audience dématérialisée, c'est magnifique, ça va beaucoup plus vite, c'est très efficace, etc., etc. Oui, tout ça est très vrai et je ne doute pas qu'on en tire quelques conséquences quant à l'organisation de nos audiences demain. Néanmoins, je ne suis pas sûr du tout qu'une justice qui fonctionne par écran interposé soit une justice souhaitable, surtout dans le traitement des difficultés des entreprises. Ça, je crois qu'on aura encore une fois à faire le tri entre ce qui est bien et ce qui est moins bien. Voilà. Néanmoins, vous utilisez à l'heure actuelle les moyens de visioconférence. Bien sûr. Ah bah oui, comme je l'ai dit, la prévention, ça peut se faire en conférence call, mais une audience, ça ne se fait pas en conférence call. Ça se fait en visioconférence, c'est extrêmement utile. Et on voit tous les acteurs et tous les acteurs nous voient. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable. Et comme je l'ai dit, ça discipline les audiences parce qu'on a des créneaux fixes, donc c'est une bonne chose. De là à dire que c'est un modèle et qu'il faudra le suivre pour demain, je n'irai sûrement pas jusque-là. Je pense que, encore une fois, il y a des choses qu'on pourra faire. Mais j'en suis pas encore aux conclusions de ce point de vue-là. Alors, si on revient aux finances, le problème qui se pose en réalité, qui va se poser, c'est ces 300 milliards de cash, parce que ces 300 milliards de cash, c'est 300 milliards de dettes aussi. Les 300 milliards de dettes, ben le problème est de savoir comment demain elles vont être absorbées par les entreprises et est-ce qu'elles auront les moyens de le faire. Ça, c'est une vraie question. C'est la question pour demain. Ce n'est pas la question pour aujourd'hui. La question pour aujourd'hui, c'est celle de la survie. Et je pense que la mesure donc est adaptée et c'était une bonne solution. Là-dessus, les pouvoirs publics, quand même, il faut reconnaître, on réagit extrêmement rapidement à une situation, encore une fois, comme je l'ai dit, qui n'avait jamais été pensée. Parmi ces mesures, il y a beaucoup de garanties de l'État. Et ouais. Que pensez-vous plus particulièrement des prêts garantis par l'État? Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Alors aujourd'hui, on dit ça prend un peu de temps, il y a des formalités, etc., etc. Bon, ça va se corriger, je pense. Ça va se corriger. Le dispositif n'est pas forcément au point du premier coup. Ces lenteurs, je pense, vont être identifiées et vont être corrigées. Donc, je pense que c'est une bonne façon. Si on avait dit aux banques simplement allez-y, prêtez, c'est quasiment impossible. Il fallait de toute façon permettre aux banques de le faire et il fallait les inciter à le faire. Bon, on demande aux banques de garder pour elles 10% du risque, ce qui n'est non plus pas rien, puisque ça représente quand même 30 milliards d'euros. Hein, je veux dire, ce qui est quand même une grandeur macroéconomique. Mais je pense que c'est une bonne voie, indiscutablement. Et en plus, il y a la ramification bancaire, donc c'est une bonne chose. Voilà. Une question, après la crise financière de 2008 et afin de prévenir le risque systémique, les banques et autres établissements de crédit ont dû mettre en place des plans préventifs de redressement. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'instaurer de manière plus large de tels plans préventifs de redressement, au moins pour des très grosses entreprises dont la défaillance aurait des conséquences économiques et sociales particulièrement importantes? Oui, c'est sûrement une bonne idée. Maintenant, tout est dans l'art de l'exécution, comme on dit. 2008, c'est quand on regarde aujourd'hui, en fait, la crise de liquidité, elle existait, mais elle existait chez les banques. C'est les banques qui n'arrivaient pas à se refinancer. Ce n'est pas les particuliers qui n'avaient pas d'argent, c'est les banques qui ne se refinançaient pas et ça risquait de compromettre le système économique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit ensuite aux banques,
écoutez, vous allez augmenter vos fonds propres, comme ça va vous permettre de mieux passer ce genre de choses. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les banques. Pourquoi? Parce que les banques, c'est une population relativement limitée. Quand vous regardez le système bancaire en France, vous avez 5 grands réseaux, hein. Alors quelques autres banques moins importantes, mais pour l'essentiel, vous avez 5 grands réseaux. Et ces réseaux sont de toute façon extrêmement contrôlés. Donc, il y a des autorités, etc. Tout le monde le sait. Donc, c'est assez facile de dire à des banques, écoutez, mettez en réserve plus d'argent, augmentez vos fonds propres. De là à appliquer ce type de mesure à un monde économique qui, par définition, est extraordinairement diversifié, puisqu'il exerce dans tous les secteurs de l'activité, c'est autre chose. C'est autre chose. Les entreprises sont très diverses, les entreprises sont de tailles différentes, les entreprises sont sur des marchés différents, et leur dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je pense qu'on court le risque d'avoir quelque chose de totalement inadapté. Ou alors, il faudrait être modeste dans ses ambitions. Mais je ne crois pas du tout qu'on puisse transposer ce qui a été fait pour les banques au monde économique plus large, c'est-à-dire aux entreprises des services, de l'industrie, de l'agriculture. Ça me paraît beaucoup plus problématique en réalité. Voilà. D'accord. On parle beaucoup des entreprises qui profitent de la crise pour ne pas payer leurs créances, même si elles le peuvent. Est-ce qu'il est possible de faire des référés provisions pour beaucoup d'entreprises, donc pour ces entreprises qui profitent de la situation pour ne pas payer leurs créances? Oui, je ne sais pas si c'est vraiment le problème aujourd'hui. En réalité, je vois en réalité beaucoup plus d'entreprises qui sont des victimes de la crise que celles qui profitent de la crise. Je suis pas sûr qu'il faille s'y attarder très longtemps. Non, le problème me semble pas être là. Le problème me semble être l'atterrissage demain. L'atterrissage demain et comment on fait face à cet atterrissage. Je veux dire, celles qui ne payent pas et qui avaient les moyens de payer, rassurez-vous, elles payeront de toute façon. Je veux dire, voilà. Et sur la mise en œuvre des prorogations de délai, Oui. on a une question sur les entreprises en plan de redressement ou en plan de sauvegarde. Oui. Donc, elles bénéficient de mesures de prolongation. Oui. Comment elles vont être mises en œuvre, ces mesures? Est-ce que ça va augmenter considérablement la durée des plans? Enfin... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez aujourd'hui, pour les prolongations, on vous dit voilà, c'est la durée de mémoire, c'est peut-être pas pour tous les cas, mais c'est la durée du confinement plus 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc c'est une prorogation de plein droit. C'est-à-dire que les tribunaux n'ont même pas aujourd'hui à statuer sur la prorogation des périodes d'observation, par exemple. Ces périodes d'observation sont prorogées d'office et c'est de plein droit. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est point. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se fait comme ça. Hein. Ça se fait comme ça. Encore une fois, il n'y a même pas lieu de prendre une décision, sauf à constater que c'est prorogé de plein droit, ce qui évidemment est assez limité. Alors, on a vu aussi que les mesures de prévention avaient l'air d'être privilégiées, aussi bien, enfin, notamment la sauvegarde. Oui. Mais est-ce que les demandes certaines entreprises peuvent demander une liquidation sans relation avec la crise du Covid-19? Est-ce que ces demandes sont traitées à l'heure actuelle? Oui, absolument. Absolument. Oui. Absolument, ça rentre dans les cas et les audiences que nous traitons et on le traite de façon d'autant plus rapide que l'entreprise compte un nombre important de salariés. Donc, effectivement, le cas se produit d'entreprises qui étaient déjà confrontées à des difficultés, qui étaient indépendantes du virus et je dis même pas que le virus n'arrange rien. En réalité, les difficultés se sont aggravées et puis c'est tout. Voilà. Donc, ça existe aussi et nous les traitons de façon la plus rapide possible. Voilà, alors. Pardon.
Oui, dans tous les cas, il faut que ce soit le débiteur qui demande Oui. à bénéficier de ces mesures. Absolument, mais c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe en réalité. Donc là, on a, enfin, moi, je sais qu'hier, j'ai été sollicité par une très grande entreprise qui a des difficultés et qu'il va falloir traiter dans un cadre qu'on est en train de définir, mais ça va être relativement rapide. Non, notre problème aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est effectivement, c'est comment on va atterrir. Comment on va atterrir, c'est la reprise de l'activité. L'angoisse aujourd'hui, c'est que c'est le mur de dette. L'angoisse, c'est le mur de dette et qui se transforme, on le craint, en mur de défaillance d'entreprise. Là-dessus, ce qu'on voudrait absolument éviter, c'est la réaction en chaîne. Alors moi, je ne suis pas un ingénieur, mais j'ai compris que dans une réaction atomique, il fallait que les atomes soient suffisamment excités pour un moment arriver à une réaction en chaîne. Donc, le sujet, c'est qu'il faut absolument tout faire pour éviter effectivement cette réaction en chaîne. Une autre façon de se poser la question, c'est de savoir comment les entreprises vont pouvoir absorber sur leur compte de résultat un exercice qui est privé de 3 mois de chiffre d'affaires. Ça, c'est ça le sujet. Et je ne doute pas qu'il faudra adapter des nouvelles mesures pour faciliter cette reprise. On a eu les mesures pendant crise, il faudra les mesures de sortie ou d'après-crise. J'en suis absolument persuadé. C'est vrai au plan économique, et je pense que c'est vrai aussi au niveau judiciaire. La question, c'est est-ce que dans l'hypothèse où on a une vague de traitement de difficultés d'entreprise, est-ce que nos procédures classiques sont aujourd'hui adaptées à ce qui pourrait être un traitement massif, ou en tout cas un traitement de masse des entreprises qui viendraient expliquer les difficultés qu'elles ont? Et là, on se pose aujourd'hui sérieusement cette question, est-ce qu'il ne faudra pas qu'on privilégie tout ce qui est amiable, c'est-à-dire tout ce qui est conciliation, dans le cadre éventuel d'une conciliation renforcée? Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On n'est pas adapté, à l'évidence, aujourd'hui, à un traitement de masse des difficultés des entreprises. Alors, après, à terme, cette crise aura enrichi indiscutablement notre expérience. Ça va être, sans aucun doute, l'amélioration du télétravail. Moi, je pense c'était inévitable, mais on a gagné au moins 4 ou 5 ans dans l'acclimatation du télétravail dans les entreprises. J'en suis absolument persuadé. Tout le monde va se dire que finalement, on peut laisser à chaque salarié peut-être une fois par semaine ou plus la possibilité de travailler de chez lui, ce qui sera sûrement positif. Et puis, pour la justice, j'y fais allusion. Moi, je pense qu'il sera nécessaire de maintenir le contact humain, ça me paraît une évidence. Mais on apprend de cette crise plus de discipline dans les audiences, ça sans aucun doute. Et peut-être que certains types d'audiences, je pense par exemple, s'agissant des traitements des difficultés des entreprises, je pense aux contestations de créances, on peut avoir effectivement des audiences qui se traiteront en visioconférence, qui évitera aux justiciables de se déplacer pour, en général, une audience qui dure 3 minutes ou 5 minutes, ce qui sera meilleur pour la planète, sans aucun doute. Alors, à une plus large échelle, on dit aujourd'hui, bon, demain, on ne se déplacera plus comme on se déplaçait comme avant, on va relocaliser des productions, etc., etc. Ça, je suis beaucoup plus sceptique. Je pense que globalement, on a peu de mémoire. C'est aussi un bienfait par bien des côtés, mais on a peu de mémoire. Je pense qu'il y a des besoins de déplacement et ces besoins de toute façon réapparaîtront. Et quant à la relocalisation des productions, il faudra bien qu'on tienne compte des exigences des coûts de production, ce qui veut dire aussi des exigences du pouvoir d'achat. Donc là-dessus, je suis beaucoup plus circonspect quant à ceux qui parlent, au propos de ceux qui parlent d'un monde bouleversé et du monde d'avant et du monde de demain. Je pense que dans le monde de demain, il y aura quand même beaucoup du monde d'avant, même si, encore une fois, cette crise enrichit notre expérience, bien évidemment, indépendamment de ses conséquences tragiques au niveau des personnes, comme on le constate au travers des chiffres tous les jours.
au sujet de ces changements justement de mode de travail, là vous avez expérimenté finalement le tribunal digital qui a été mis en œuvre par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Oui. Le test a l'air d'être tout à fait probant. Est-ce que vous pensez que donc ça va se développer à une échelle très très large dans la justice, en général dans la justice? Est-ce qu'on va vers une justice plus digitale et quelles sont les limites malgré tout? On va vers une justice qui fera plus de choses de façon digitale sans aucun doute. Par exemple, nous, on attendait avec impatience de pouvoir traiter les injonctions de payer de façon digitale. Ce n'est pas encore le cas, donc on est encore obligé de transporter des parapheurs chez les uns et chez les autres ou que les juges se déplacent au tribunal pour les signer. J'espère qu'on pensera à tout cela d'ici 1 ou 2 ans avec le sourire, hein, en disant ça. Alors pour le coup, c'était le monde d'hier. Donc indiscutablement sur un certain nombre de points, on va avancer plus vite que ce qui était prévu, j'en suis persuadé. Mais comme je l'ai dit aussi, je veux dire, la digitalisation à toute force et les audiences, quelles qu'elles soient en visioconférence, je pense que ce serait pas une bonne chose. Sauf bien sûr circonstances tout à fait particulières, mais sinon non, je pense que ce serait pas une bonne chose. Et est-ce qu'il existe une concertation entre les tribunaux de commerce sur justement la manière de procéder et la manière de gérer la crise sanitaire? Alors, on est tous évidemment dans des situations assez différentes, hein. Vous savez que le monde des tribunaux de commerce est un monde assez diversifié, puisque les plus petits d'entre nous ont 9 juges et le plus important, qui est le tribunal de Paris, on en a 180. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais tous ces tribunaux sont rassemblés dans la conférence générale des tribunaux de commerce et qui jouent un rôle extrêmement important de liaison aujourd'hui entre tous les tribunaux de commerce et qui essayent effectivement de faire adopter des outils en commun et de faire adopter effectivement des réponses communes. Alors, on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous les mêmes ressources, mais indiscutablement, on essaye d'apporter une réponse autant que possible commune aux problèmes des entreprises qui, alors, elles, ces problèmes qui, eux, par contre, sont évidemment les mêmes. Là, évidemment. Une dernière question. Est-ce que le rôle des associations de soutien aux entreprises en difficulté va sans doute être fondamental dans cette période difficile? Est-ce que le tribunal de commerce de Paris travaille en lien avec des associations comme APESA, qui intervient donc pour soutenir les entrepreneurs pendant la procédure collective, ou avec 60 000 rebonds qui les aident à recréer ou à rebondir une fois la procédure terminée? Oui. Alors, on travaille effectivement avec 60 000 rebonds, effectivement, qui est une association, je pense, très utile parce que c'est apprendre de l'échec et ne pas se laisser décourager par l'échec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. APESA, on ne travaille pas directement avec eux, mais c'est une association qui elle a un but extrêmement précis, c'est aider les entrepreneurs qui sont en détresse psychologique absolue, hein, c'est-à-dire qui sont dans une situation psychologique extrêmement grave. Non, ce qu'on a au tribunal de commerce de Paris, ce qu'on avait mis au point, c'était la présence d'anciens juges qui sont là tous les jours de procédure collective pour effectivement essayer d'expliquer aux justiciables ce qui est en train de se passer, qui leur explique la procédure et qui leur explique un monde par définition qu'ils connaissent pas, puisque c'est le monde judiciaire. Et c'est vrai que le monde judiciaire, quand vous n'en avez pas l'habitude et que vous en faites de l'apprentissage, en plus dans des conditions de ce genre difficiles, puisque par définition, vous êtes là parce que vous avez des problèmes, c'est un apprentissage qui est quelquefois assez rude, il faut bien le reconnaître, quel que soit le souci d'humanité que les juges apportent à la résolution de ces problèmes. Donc, nous on aime beaucoup ces associations, on aime beaucoup 60 000 rebonds. Et ça nous paraît essentiel, effectivement, à l'évolution économique. D'accord.
Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci également aux internautes qui ont participé à ce webinaire et qui vous ont écouté. Je vous encourage à consulter quotidiennement le blog du Club des juristes dédié au Covid-19. Vous pouvez également vous connecter aux plateformes d'information de LexisNexis, LexisActu et Lexis 360 qui sont accessibles gratuitement pendant la période de crise sanitaire. L'équipe éditoriale de LexisNexis est mobilisée chaque jour pour assurer la continuité du traitement de l'information juridique. Vous pouvez en particulier retrouver cette analyse de l'actualité qui est très riche à l'heure actuelle dans nos publications comme la revue des procédures collectives et l'actualité des procédures collectives. Et donc, mardi 14 avril, c'est Monsieur Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui sera l'invité de notre webinaire. Voilà, écoutez, très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire Jury Covid-19. Au revoir. Merci à vous. Merci.